Bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue à un autre preview pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux Stars de Dallas. Alors, les Stars de Dallas qui avaient été les finalistes de la Coupe Stanley contre le Lightning de Tampa Bay pour la première Coupe Stanley, pas l'année passée mais l'autre année d'avant, était une organisation qu'on avait un style de jeu qui était hermétique dans le bas de l'enclave. Il bloquait beaucoup de tirs. Tous les joueurs au niveau de l'organisation étaient prêts à se pitcher devant une rondelle pour bloquer des tirs. Ce qui avait fait qu'il y avait eu des bonnes statistiques, entre autres défensives, puis ce qui leur a permis de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Sauf qu'on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils répètent le même genre de saison, puisque c'était une organisation qui avait quand même surpris de se rendre en finale de la Coupe Stanley. Ajouté à ça, il y a eu des absences qui étaient des absences à très long terme et des absences de marque. Puisqu'on parle entre autres du gardien de but Ben Bishop qui lui a manqué la totalité de la saison. Puis là, je ne sais même pas ce qui se donne avec lui en ce moment. Officiellement, il était censé être rétabli, mais je ne sais pas, il est encore sur la liste des blessés. Fait que j'ai aucune idée s'il va jouer ou non cette année, Ben Bishop. Mais en tout cas, Ben Bishop, un des deux gardiens de but avec Kulobin, qui a été absent toute la saison. On pense également à Tyler Seguin qui lui a été opéré au niveau d'une hanche. Il a manqué presque la totalité de la saison. Il a joué uniquement 3 matchs. On pense aussi à Alexander Radulov. Dans son cas à lui, je pense qu'il avait joué comme une quarantaine de matchs. Même pas. Hey, Radulov. Radulov, 11 matchs. Blessé au niveau de l'abdomen. Fait que c'était quand même des... C'est des joueurs de marque, des joueurs d'importance qui manquaient à l'organisation l'année passée. Puis dans les 3 cas, à très long terme. Ça, c'est quelque chose qui est difficile des fois à rattraper. Alors, l'organisation qui avait quand même bien fait en 2019-2020, il était rentré en série. C'était déjà bien, mais ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley. Ça, c'était super. On va commencer en fait avec le coach. Donc, l'entraîneur, on a Rick Balness, le DG Jim Snyder. Donc, pas vraiment de changement ici. 2019-2020, on avait 69 matchs de jouer, 37 victoires, 24 défaites, 8 défaites en prolongation pour 82 points. En 69 matchs, 82 points, c'était respectable. Ce qui a permis de faire participer l'équipe aux séries éliminatoires, éventuellement de se rendre en finale de la Coupe Stanley. L'année passée, malheureusement, l'équipe a eu plus de difficultés. Des difficultés assez notables et surtout au niveau de l'inconstance. C'est une équipe qui était capable d'être performante puis après ça, désastreuse. 23 victoires, 19 défaites en prolongation pour un total de 23-23 si on fait le calcul rapide. Non, 30, excuse. 33. Donc, 23 victoires et 33 défaites. 60 points, ce qui était vraiment pas une bonne saison. On a terminé 5e dans la division sur 8 dans la division centrale. Une moyenne de buts marqués de 2,79. Quand il te manque Seguin puis qu'il te manque en plus Radulov, ça fait mal. Radulov, quand il a joué, il a eu, je pense c'est 12 points, si je ne me trompe pas. 12 points en 11 matchs, donc plus qu'un point par match. Seguin, quand il a joué, 2 points en 3 matchs, près d'1 point par match. Fait que tu sais, tu as une couple de joueurs qui ont été à près d'1 point par match. Je pense entre autres à Roop Ince, 43 points en 41 matchs. Joe Pavelski, 51 points en 56 matchs. Robertson, Robertson, 45 points en 51 matchs. Donc il y a eu quand même plusieurs joueurs qui étaient près du 1 point par match. Mais si tous les joueurs avaient été en santé, ceux qui sont près d'1 point par match, probablement que la moyenne de buts marqués aurait été supérieure à 2,79. Mais on a une moyenne de buts marqués de 2,79. En même temps, si tout le monde avait été en santé, est-ce que la ligne qui avait les deux jeunes aurait eu autant de temps de glace? C'est une question à laquelle on n'aura jamais de réponse. Bref. Donc, une moyenne de buts marqués de 2,79, ce qui est pas terrible, mais une moyenne de buts encaissés de 2,64. 2,64, c'est quand même bien. On parle de la 8e meilleure défensive de la Ligue. Un avantage numérique à 23,6. Ça, c'est assez surprenant, mais c'est bon. Le 5e avantage au niveau de toute la Ligue. Et un désavantage numérique à 79,1, ce qui est correct sans plus. Là, c'est vraiment pas exceptionnel. On a terminé au 5e rang de la division centrale. On a terminé au 17e rang de la Ligue. On n'a pas participé aux séries éliminatoires du côté de Dallas, malheureusement. Et ça, c'est assez surprenant. Le meilleur buteur aurait été Joe Pavelski. Joe Pavelski est âgé de quoi? 36 ans, je pense? Je ne me l'ai pas écrit ici, là, mais en tout cas, il me semble que c'est ça. Il y a genre 36-37 ans. Joe Pavelski, 36-37 ans, une saison de rien de moins que 51 points en 56 matchs. Il aura été le meilleur buteur de l'organisation avec ses 25 buts. Il venait de connaître une saison de, je pense, 30 points. Puis, en 60... Je sais pas si c'était 70 matchs. Il me semble qu'il avait joué presque la totalité des games. Ou sinon la totalité des games. Puis il y avait 30 points. Puis là, il y a 56 matchs, 51 points. Bang! Toute une saison. Mais il ne va pas répéter ça, j'en suis convaincu. Une saison de près d'un point par match, je suis sûr que non. Donc 25 buts l'année passée pour Joe Pavelski. 51 points l'année passée pour Joe Pavelski. Cette ligne-là s'est établie en l'absence de Tyler Seguin puis de Radulov.
cette ligne-là de Ince, Pavelski, Robertson s'est établie comme étant de plus en plus la ligne 1. Puis son temps d'utilisation est supérieur aux autres lignes. Donc honnêtement, c'est une ligne qui s'est révélée au travers de la saison l'année passée et qui a très bien fait. Sauf que malheureusement, l'équipe a été plutôt en dents de scie l'année passée, ce qui fait que ça a été quand même compliqué au niveau des performances globales. Le meilleur défenseur en caractère offensif a été Klingberg, 53 matchs, 36 points, moins 15. Dans son cas, à lui, Klingberg, puis c'était qui l'autre aussi? Klingberg et Miro Askinen. Les deux ont eu des difficultés au niveau de leur jeu défensif. Il en reste pas moins qu'ils ont connu quand même des bonnes saisons au point de vue de la production offensive. 36 points dans un cas, 27 points dans l'autre. Sauf que c'est deux défenseurs très importants dans l'organisation qui ont eu de la difficulté au niveau de leur jeu défensif. Fort heureusement, on avait Lindell et Sarah Lindell qui était quand même bon. Alors, ensuite de ça, on va y aller avec des jeunes qui pourraient être des jeunes qui vont faire partie de la formation dès cette année. On va commencer avec le défenseur Thomas Harley. Lui, c'est un défenseur de 20 ans. L'année passée, il a joué dans la Ligue américaine. 25 points en 38 matchs pour Thomas Harley. C'est un gars qui pourrait faire partie de l'alignement. Moi, je l'ai mis ici comme étant un joueur coupé. Mais dans le cas de Akanpa, dans le cas de Akanpa, c'est un gars qui s'est promené un petit peu. Lui, il a surtout joué en Europe. Puis il avait été signé par les Ducks de Anaheim. Et finalement, il s'est ramassé avec les Hurricanes de Caroline. Fait que bref, c'est un gars que c'était pour ainsi dire sa première saison complète LNH, là, puis 4 points en 57 matchs. C'est pas nécessairement la révélation. Donc ça serait jouable pour un gars comme Thomas Harley de pouvoir s'intégrer dans le top 6, puis advenant qu'il y a des blessures aussi, c'est encore plus possible. Alors c'est un jeune qu'on pourrait avoir, un défenseur qui appuie l'attaque. Donc c'est un gars qui est... faut pas voir un Quinn Hughes, là, mais c'est un gars qui est quand même très intéressant dans son jeu en ensemble. Ensuite de ça, on a également le joueur Riley Damiani, un joueur de centre de 21 ans. Lui, il a joué dans la Ligue américaine l'année passée, 36 points en 36 matchs. Si je ne fais pas erreur, je crois que ça a été la recrue de l'année dans la Ligue américaine. Ou quelque chose comme ça, mais il me semble que c'est la recrue de l'année dans la Ligue américaine. En tout cas, pour lui, ça a vraiment été très bien l'année passée dans la Ligue américaine. C'est un gars qu'on verra peut-être pas sur une base régulière dans la Ligue nationale, mais qui pourrait éventuellement monter. Je pense que tu as des joueurs qui n'ont pas vraiment la réputation de produire beaucoup. Alors, ça serait à voir, et ça serait à voir selon les blessures qu'il va avoir aussi au niveau de l'organisation. Mais c'est un gars qu'on pourrait être tenté de donner un peu d'expérience à LNH cette année, ça serait intéressant. Et j'y vais également avec Ty Dellandrea. Lui, c'est un joueur de centre de 21 ans. Dans la Ligue américaine, il avait 6 points en 8 matchs, donc ça l'avait bien été. Dans son cas, lui, il venait d'arriver de junior, donc c'est sa première saison professionnelle. Dans le junior, il avait fait un affaire comme 70 points en 40 quelques matchs, là, fait qu'il avait connu une dernière saison junior excellente. Quand il est arrivé dans la Ligue américaine, ça l'a bien été, 8 matchs, 6 points. Après ça, il a joué dans la Ligue nationale, ça a été plus compliqué. En 26 matchs, 5 points. Ce qu'il faut mentionner, c'est que son utilisation était aussi limitée. Alors, c'est un gars qui, malheureusement... En fait, c'est un gars qui est à caractère offensif, mais que, malheureusement, on n'est pas capable de le mettre dans le top 6 tout de suite. Fait que c'est plate, mais au meilleur des mondes, il pourrait peut-être être sur le 3e trio. Je doute fort sur un 2e trio, à moins qu'il se révèle cette année, mais je doute fort sur le 2e trio. C'est difficile un peu. Admettons que fragile au niveau de sa hanche, un gars comme Tyler Seguin manque encore presque la totalité de la saison, mais là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant de faire monter un gars comme Fasca, puis après ça, pouvoir mettre un gars comme Dellandrea, qui est un joueur de centre, au centre, puis là, à ce moment-là, peut-être qu'il sera au centre du 3e trio, mais je pense pas qu'on serait tenté de mettre ça dans le top 6, mais c'est un gars qui est un gars à caractère offensif, fait que pour lui, ça serait plus intéressant d'être dans un top 6 que dans un bottom 6, dis-je bien. Alors, ça ici, c'est un alignement que je vous propose. C'est pas nécessairement l'alignement qu'on va avoir au niveau LNH. Il y a eu des moves un peu bizarres qui ont été faits par les Stars de Dallas, puis des moves très intéressants. J'entends par là. On a fait l'ajout de certains joueurs. On a entre autres Michael Raffle, qui lui nous arrive des Flyers de Philadelphie. Dans son cas, à lui, ça n'a jamais été un joueur à caractère offensif, c'est un joueur de profondeur. Il va jouer des minutes qui sont des minutes importantes. C'est pas le meilleur joueur défensif, mais c'est un gars qui est capable d'amener une certaine dynamique défensive et une certaine présence. Mais encore là, je le dis, c'est pas un gars qui va provoquer de l'attaque. Luke Glendening, qui lui nous arrive de Détroit, vraiment pas un gars qui va nous provoquer de l'attaque. Mais on considère que si tout le monde est en santé, puis je vous le dis, puis je vous le répète, l'année passée, il y a eu quand même plusieurs joueurs qui étaient près d'un point par match. On fait un ratio, c'est sûr que Tyler Seguin, il a joué juste 3 matchs, c'était plus facile pour lui. Radulov, il avait joué juste
11 matchs, c'est peut-être plus facile pour lui. Mais il reste qu'on était quand même au ratio de 1 point par match dans le cas de Radulov, près du 1 point par match pour Seguin, près du 1 point par match pour Pavelski. Puis on était à plus d'1 point par match pour Roope Hintz. Donc, honnêtement, il y a déjà des gars qui produisent beaucoup au niveau de l'équipe. Fait est-ce qu'on a vraiment besoin d'ajouter des joueurs de production offensive? Pas tant. C'est au niveau de la profondeur qu'on a rajouté des gars et c'est intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'ajout d'un gars comme Ryan Sutter, 19 points en 56 matchs l'année passée. C'est un gars que je pensais qu'il n'allait jamais quitter le Minnesota. Et là, on amène un défenseur 1 d'expérience, un défenseur 2 qui a du leadership, puis on le fait jouer avec Miro Heiskanen. Un jeune homme de 22 ans. Super intéressant. Moi, je le fais jouer avec lui, mais je suis presque persuadé que c'est ça qui va arriver. Super intéressant pour le jeune au niveau de son apprentissage parce que là, il va jouer avec un gars qui est responsable défensivement, un gars qui a joué avec Sutter, qui a joué avec des défenseurs qui se portaient à l'attaque. Donc, je pense que c'est super. Sutter, je ne fais pas erreur, je pense qu'il a 36 ans. Là. Donc, ça va être super au niveau de la formation d'Eskinen. Puis là, après ça, on fait signature de Brandon Oldby. Pourquoi? Pourquoi? Il a connu une saison hip-hop l'année passée. Je sais bien que les Canucks de Vancouver, c'est pas la meilleure défensive, mais il n'a pas connu une excellente saison l'année passée. Puis on avait quand même eu un gars comme Jake Oettinger qui a connu une excellente entrée en matière. Fait que je comprends pas vraiment. Puis je sais pas ce qui arrive avec Ben Bishop. Aucune idée. Bref, Ben Bishop, je l'ai pas mis. Radulov, qui devrait manquer la saison au complet, je l'ai pas mis non plus. Fait qu'on y va avec mon alignement que je vous propose. La première ligne, d'après moi, ça devrait vraiment être ça. C'est pas juste une proposition que je vous fais. Mais on a ici Roope Hintz, 43 points, 41 matchs l'année passée, que je mets avec Joe Pavelski, 51 points, 56 matchs. Et notre cher Jason Robertson. N'eût été d'une saison de malade de Kirill Kaprizov, je dis bien, Robertson aurait probablement gagné le trophée Calder l'année passée. Donc, il a été un finaliste pour le trophée Calder, 45 points, 51 matchs à sa première année. Sa première année LNH. Super intéressant. On a Hintz qui n'est pas tellement vieux, mi-vingtaine, Hintz qui est très jeune, et on a Heiskanen qui est très jeune. Il y a quelque chose d'intéressant. Puis Oettinger aussi, il n'est pas vieux. Il y a quelque chose d'intéressant pour l'avenir de l'organisation. Entouré de bons vétérans, c'est un bon mix d'après moi. Alors, on y va ensuite. Deuxième ligne, j'y vais avec Jamie Benn, 35 points, 52 matchs pour sa part une saison correcte en plus. Tyler Seguin, qu'on espère qu'il va rester en santé. 2 points en 3 matchs l'année passée, mais c'est ça, il a été opéré au niveau de la hanche. Fait que, c'est un gars qui... il produit. D'habitude, en tout cas, quand il est à Dallas, il produit. L'année passée, cette ligne-là a été plus utilisée. C'est sûr que Seguin n'était pas là à ce moment-là que la deuxième ligne, mais peut-être est-ce que cette ligne-là va pouvoir challenger un peu. Mais en l'absence de Radulov, ça fait quand même assez mal du côté de Dallas. J'ai été avec Gurianov, 30 points, 55 matchs. Lui, l'année passée, c'est pas nécessairement sa production offensive qui va taper plus à l'œil, mais il y a eu une amélioration au niveau de sa lecture de jeu. Puis ça, c'est intéressant. Ça démontre une certaine maturité. Puis c'est utile, un gars qui est capable de bien lire le jeu pour le jeu défensif. Fait que, franchement... c'est intéressant, mais au niveau de la production offensive, ça l'est peut-être un petit peu moins. Ensuite de ça, au niveau du troisième trio, j'y vais avec Kiviranta. C'est 11 points en 26 matchs l'année passée, donc il n'a pas joué énormément. Fasca, dans son cas, 14 points en 55 matchs, un joueur essentiellement de profondeur. Et Blake Como, 14 points en 51 matchs. Encore là, c'est un joueur de profondeur. C'est des gars qui vont jouer du temps en désavantage numérique. Puis c'est des gars qui vont essayer de bloquer des tirs. C'est des gars qui ont du cœur. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la philosophie d'équipe des Stars de Dallas. Par la suite, au niveau du quatrième trio, Michael Raffle, 11 points en 44 matchs. Luke Landeling, 15 points en 54 matchs. Et finalement, celui que je vous ai parlé tantôt, Ty Dellandrea, c'est 5 points en 26 matchs. Dans son cas, lui, j'aimerais le voir monter sur mon troisième trio. Éventuellement, j'aimerais même qu'il joue au centre si opportunité il y a. Mais sinon, je préférerais le voir jouer sur mon troisième trio que de le voir jouer sur mon quatrième trio. Parce que c'est un gars à caractère offensif qui doit avoir une chance offensive et non défensivement. Au niveau des codes, j'y vais avec Kero et Kamano. Donc, au niveau des défenseurs, les Stars de Dallas ont une philosophie qu'ils utilisent à peu près à part égale leurs deux premières paires de défense. Fait que même si tu établis que cette paire-là est la 1 ou cette paire-là est la 1, c'est assez similaire. Donc, ça tourne aux alentours d'une utilisation de 22 à 26 minutes en termes de moyenne d'utilisation par match pour les 4 joueurs des deux premières paires. Donc, même si j'établis que Lindell et Klingberg sont ma première paire, il devrait avoir une utilisation très similaire pour Sutter et Heiskanen.
On y va maintenant avec Esa Lindels. C'est 16 points en 56 matchs l'année passée. Klingberg, lui, c'est 36 points en 53 matchs l'année passée. Quelques difficultés au niveau de son jeu défensif. Ce qui donne le moins 15, c'est un des pires différentiels plus-moins de l'équipe. C'est pas le pire, il me semble qu'il y a un moins 16, mais ils font partie des pires de toute l'équipe des Stars de Dallas. Ryan Sutter, dans son cas, lui, s'amène à Dallas 19 points en 56 matchs en souhaitant que malgré son expérience, soit capable quand même de s'adapter au style de jeu qui est prôné à Dallas. Mais je pense que c'est pas nécessairement un autre monde versus le Minnesota. Fait d'après moi, il devrait avoir une adaptation qui se fasse relativement rapidement. Puis c'est un joueur d'expérience avec du leadership pour jouer avec Miro Haskanainen, 27 points en 55 matchs. Lui, c'est un joueur qui devrait théoriquement être un défenseur vedette des années qui s'en viennent. C'est sûr que peut-être pas à la hauteur de Kyle McCurd, mais ça devrait être un défenseur vedette dans la Ligue nationale, d'après moi. Et on termine le tout avec la troisième paire, c'est Sekera, qui c'est 5 points en 46 matchs, et Akanpa, 4 points en 57 matchs. C'est un gars qui a joué essentiellement en Finlande, si je me rappelle bien. Mais sinon, il a joué un petit peu avec Anaheim, puis il a terminé sa saison l'année passée avec les Hurricanes de la Caroline. Et on va avec Thomas Harley. Thomas Henley, je dis bien, et non Harley. Comme scratch. Bon, au niveau des gardiens de but, on a signé Brandon Obi. Ça, c'est un move que je comprends comme pas vraiment. Pourquoi? Parce que Brandon Obi avec les Canucks de Vancouver, ça a été très up and down. Je sais que l'équipe en avant de lui n'a pas nécessairement été la plus solide, ce qui est pas aidant pour les statistiques d'un gardien de but. Mais quand même, je sais pas. Donc, on a signé Brandon Obi. On a quand même Anton Khudobin, 32 matchs l'année passée avec les Stars, 2.54, 905, ce qui est bien. On était habitué à un tandem à Dallas avec Ben Bishop. Bishop a été absent toute l'année. Donc là, on a eu la chance de voir le jeune Jake Oettinger. Dans son cas à lui, 29 matchs, 2.36, 911. Très belle entrée dans la LNH dans son cas à lui. À 911 d'efficacité, puis on a signé Brandon Obi. Brandon Obi, lui, c'est 21 matchs, 3.67, 889 avec les Canucks. Je me dis peut-être que l'intention de l'organisation, c'est de laisser Oettinger dans la Ligue américaine, puis qu'il soit vraiment un starter, qui ait beaucoup de matchs d'utilisation dans la Ligue américaine, plutôt que de jouer un tandem dans la Ligue nationale. Je me dis c'est peut-être ça le plan. Mais sinon, moi je pense qu'il est prêt pour la Ligue nationale. C'est mon opinion. Alors, au niveau de la vision d'ensemble des Stars de Dallas, c'est une équipe, honnêtement, qui, d'après moi, a quand même un certain corps de leadership, puis ils ont un style de jeu qui se sacrifie beaucoup pour l'organisation. Tu sais, même s'ils ont eu une moyenne de buts marqués de 2.79, ce qui n'est pas glorieux, il reste que leur moyenne de buts accordés est encore inférieure. Donc, ils se donnent quand même une petite chance. Avec des gars comme Ince et Robertson, qui sont des talents offensifs, des petites pierres précieuses pour l'équipe, qui se développent bien. Un Tyler Seguin en santé, c'est une équipe qui peut augmenter au-dessus de 3 leur moyenne de buts marqués par match. Fait que s'ils gardent le même système de jeu, cette équipe-là est une équipe qui peut challenger pour être en séries éliminatoires, d'après moi en tout cas. Donc, d'après moi, c'est une organisation qui peut challenger pour être en séries éliminatoires. C'est ma prédiction pour la saison 2021-2022 des Stars de Dallas. Alors, c'est tout pour ce qui est de mon preview pour la saison 2021-2022 des Stars de Dallas. Faites-moi savoir qu'est-ce que vous pensez de l'organisation. Est-ce que les mouvements qu'ils ont faits sont des mouvements intéressants? C'est quand même assez, je dirais c'est assez timide comme genre de mouvement, ce qu'on a fait du côté de Dallas. Mais Sutter, je trouve que c'est une très très belle addition pour la formation du jeune Miro Haskanainen. Alors, faites-moi savoir vos commentaires au travers des commentaires. Donnez-moi votre opinion au travers des commentaires. Un très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On y fait un petit j'aime si vous l'avez aimé. On la partage aussi pour qu'on jase de hockey avec un maximum de hockey fans possible. Vous vous abonnez à la chaîne, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la saison 2021-2022. Un gros merci d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo et on se revoit très prochainement. See ya!